Les frappes israéliennes s'intensifient à Rafah, ville refuge pour près d'1,3 million de Gazaouis. Les Nations Unies pointent le risque de crimes de guerre. Le président ukrainien a limogé jeudi son chef des armées, un changement de direction alors que le pays va entrer dans sa 3e année de guerre. Les destructions se rapprochent peu à peu de Rafah. Jeudi, c'est le quartier de Tel al-Sultan, à moins de 2 km du centre de la grande ville du sud de Gaza, qui est visé par 2 frappes israéliennes. Au moins 13 personnes y ont perdu la vie, dont 2 femmes et 5 enfants. Depuis jeudi, les bombardements s'intensifient à Rafah, où près d'1,3 million de Gazaouis s'entassent après avoir fui les combats. Le commissaire aux droits de l'homme de l'ONU pointe le risque de crimes de guerre. Extensive destruction of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly, amounts to a grave breach of the 4th Geneva Convention and a war crime. Israel has not provided clear reasons for such extensive destruction of civilian infrastructure. Alors que le Premier ministre israélien a ordonné mercredi à l'armée de préparer une offensive sur Rafah, son allié américain prend ses distances. Jeudi, la Maison-Blanche annonce qu'elle ne soutiendrait pas l'offensive et pointe le risque d'un désastre. En parallèle, de nouvelles négociations de trêve vont débuter au Caire, sous médiation de l'Égypte et du Qatar. La rumeur s'est confirmée. Le président ukrainien a annoncé ce jeudi qu'il avait limogé le commandant des forces armées. Le très respecté général Valéry Zaloujny sera remplacé par Oleksandr Syrski. Volodymyr Zelensky a justifié cette décision en affirmant que des changements étaient nécessaires à la tête de l'armée alors que la guerre va entrer dans sa 3e année. Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України. 2024 рік може стати успішним для України. Лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні сили України. Volodymyr Zelensky a également fait savoir qu'il souhaitait que son ex-chef des armées reste dans son équipe. Oleksandr Syrski, 57 ans, le nouveau commandant des forces armées ukrainiennes, dirigeait jusqu'à présent les forces terrestres. Il participait aussi depuis 2013 aux efforts de l'armée ukrainienne pour s'adapter aux normes de l'OTAN. The announcement of the change of command in the Ukrainian army certainly did create a commotion amongst civilians, divided between those who feel it can really make a difference and those who fear that it can be counterproductive. Now, it certainly did not create a shock or surprise the military I've been speaking to today. They couldn't make an official comment, but told me off camera that for one thing, it's always a good thing to change leadership in the army, at whichever level we're talking about. And on the other hand, even if there is a change, whatever happens will take time, and they're saying basically wait and see. They've learned not to expect too much in the difficult situation they're in. And the big news, the concrete news for them was really of the release of 100 prisoners of war. I'm Valerie Goria in the Donetsk region for Euronews. Un nouvel échange de prisonniers de guerre entre l'Ukraine et la Russie. 100 soldats de chaque camp ont pu rentrer chez eux. Il s'agit du 51e échange de ce type depuis le début de l'invasion russe il y a 2 ans. Plus de 3000 captifs ukrainiens ont pu revenir dans leur pays au total selon Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que la plupart des soldats libérés lors de ce dernier échange avaient combattu à Mariupol. Fin janvier, Moscou avait accusé l'Ukraine d'avoir abattu un avion militaire russe transportant des soldats ukrainiens en passe d'être échangés. Kiev, qui n'a pas officiellement reconnu son implication, a émis des doutes sur la présence de prisonniers de guerre à bord de l'engin et demandé une enquête internationale. Aux États-Unis, le procureur chargé d'enquêter sur des documents classifiés illégalement détenus lors des années de vice-présidence de Joe Biden a décidé jeudi de ne pas l'inculper. Mais sa justification prive le président de tout soulagement. Dans un rapport, le magistrat évoque un manque d'éléments suffisants pour l'inculpation, ainsi que la mauvaise mémoire d'un homme âgé, terme employé pour décrire le président de 81 ans.
De quoi relancer les interrogations sur les capacités physiques et mentales de Joe Biden à 9 mois de la présidentielle. À une écrasante majorité, les députés européens ont voté une résolution qui invite la Commission européenne à envoyer une mission d'enquête en Serbie pour faire la lumière sur des soupçons de fraude électorale. Le 17 décembre, la droite nationaliste a remporté les élections législatives et locales. Une victoire qui a entraîné des manifestations dans le pays pendant plusieurs jours. Selon l'opposition, ces élections auraient été truquées. Ukoliko srpske vlasti nisu spremne da implementiraju preporuke koje se odnose na izbore ili ukoliko istraga pokaže da su srpske vlasti direktno uključene u prevaru birača, poziva se na suspenziju EU finansiranja. Après les scrutins, des observateurs internationaux de l'OSCE notamment avaient dénoncé des irrégularités. Pour le Parlement européen, ces élections, remportées par le parti du président Alexander Vučić, ne se sont pas déroulées dans des conditions équitables. There has to be a sense, a public sense, that justice is done, justice is delivered in a proper way, without delay, and I think that would help calm things down in Serbia, but also in our relations between the European institutions and Serbia. Des citoyens auraient également été incités à voter pour le parti présidentiel. L'opposition serbe réclame depuis plusieurs semaines l'annulation de ces scrutins contestés. Mi ne tražimo ništa više od toga da se poštuju zakoni, da se ne zloupotrebljavaju ni zakoni ni institucije i da građani imaju jednake uslove da formiraju svoj izbor za koga će glasati, a onda i slobodno da glasaju za onog za koga su izabrani. Lors des manifestations, la Russie, alliée de la Serbie, a accusé les Occidentaux de vouloir déstabiliser le pays. Si les fraudes électorales sont confirmées, les relations entre la Serbie et l'UE pourraient se compliquer davantage. Le Parlement européen a voté en faveur d'une réglementation plus souple quant à l'utilisation sur les plantes des NGT, les nouvelles techniques génomiques. Certains experts affirment que notre système alimentaire pourrait devenir plus durable grâce à ces NGT. Les plantes pourraient devenir plus résilientes au changement climatique et aux espèces nuisibles. Mais quelles sont exactement ces techniques génomiques ? Nous avons posé la question à ce professeur. Les nouvelles technologies permettent de cibler plus précisément de manière chirurgicale comme un ciseau les gènes au sein du génome d'une manière bien précise sans toucher toutes les autres parties du génome et introduire la fonction ou améliorer la fonction qu'on veut. Donc il y a un gain de temps qui est énorme et c'est aussi encore plus important que c'est plus précis et on va cibler que la partie qui nous intéresse à améliorer. Le professeur Bendaman estime que les NGT pourraient jouer un rôle crucial dans la lutte contre l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Il espère qu'ils éviteront les pertes de récoltes causées par une floraison précoce, ce qui arrive de plus en plus fréquemment. En Europe, cette méthode est actuellement réglementée de la même manière que les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Mais dans quelle mesure ces deux techniques se ressemblent-elles ? Ces technologies sont totalement différentes de la transgénèse qu'on utilisait avant, puisque dans la transgénèse, on introduit un gène nouveau. Ici, on ne fait que modifier un gène déjà présent. Pour autant, certains agriculteurs considèrent ces plantes modifiées par NGT comme potentiellement nocives pour l'agriculture. Les NGT font partie de mes revendications et des revendications de la Confédération paysanne. C'est une grosse inquiétude si ça passe parce qu'on part sur le brevetage du vivant et avec toutes les dérives qu'il peut y avoir, on sera sur une agriculture encore plus productiviste, capitaliste et tout ça. En Europe, au cours des 50 dernières années, les récoltes ont diminué de 30%, ce qui a conduit certains à réclamer un changement dans la manière de gérer l'agriculture. Cependant, bien que la méthode NGT soit utilisée ailleurs dans le monde, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a mis en garde contre des problèmes de sécurité potentiels liés à son application. Bonjour, je suis Mathieu Orcel. Nous nous trouvons sur l'Assis à Nitry, en Bourgogne, une région traditionnellement paysanne de la France. Aujourd'hui, l'autoroute est bloquée par des centaines de tracteurs.
Depuis de nombreuses années, la colère gronde dans les campagnes françaises, mais aujourd'hui la situation semble être sur le point d'éclater. Quelles sont les raisons d'une telle colère et d'une telle mobilisation? C'est ce que je vous raconte dans Witness sur Euronews. On en vient même à se dire demain qui va nous nourrir, parce qu'on n'est pas sûr d'être encore là. On va retrouver dans les magasins qui sont tout autour de l'agneau de Nouvelle-Zélande, qui aura fait 18 000 km. Et ça touche nos voisins allemands, grecs, espagnols, ça touche vraiment beaucoup de pays autour. C'est pas pour rien. Donc à quand la remise à plat en fait et la prise de recul? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas se remettre en cause? Nous, on se remet en cause tous les jours sur nos exploitations. C'est une fatigue générale sur une charge mentale très lourde. C'était long, mais on a fini par y arriver. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à rester. On va essayer de rester jusqu'à ce qu'il annonce quelque chose de convenable. Moi, pour ma part, je trouve que les dernières annonces, l'intonation de voix était quand même complètement différente sur la volonté de travailler avec la profession pour trouver des solutions. On est escorté. Faut pas que je rate de coche. On se rappelle. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne route, les amis.